Qui n'a jamais voulu rencontrer son idole au plus près ? Backstage vous embarque dans les coulisses d'un shooting photo. Suivez le déroulé d'une séance photo, de la conception du projet au tournage. Je présenterai l'émission avec ma bande d'experts, Héloïse la maquilleuse, Malcolm le coiffeur et Clara la styliste. L'invitée que nous recevons dans cet épisode est Valentine Delaveau. Découvrez l'ascension de l'une des cavalières de saut d'obstacles les plus prometteuses de sa génération. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans l'aventure Backstage. Merci infiniment pour vos retours concernant l'épisode 1. Aujourd'hui, j'attends la bande pour la préparation de l'épisode 2. Moi, c'est Nathan. Cela fait 5 ans que je suis photographe de mode professionnel. Depuis mon plus jeune âge, la photographie et la vidéo me transportent et me poussent à être toujours plus créatif. Il était donc évident pour moi d'intégrer une école de photographie parisienne. Au cours de cette formation intense, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être formé par l'un des photographes les plus talentueux au monde, Peter Lindbergh. Je suis un artiste curieux qui aime comprendre et ressentir ce que les personnes vivent. Je suis un amoureux de la création, j'aime emmener le public dans mon imagination. Backstage en est l'incarnation. Ça doit être Héloïse. Hello! Bingo! J'étais persuadé que c'était toi. Ah. Comment ça va? Très bien, toi? Ça va, je t'en prie, installe-toi. T'es la première à être arrivée. Ah. Oh, ça doit être... Clara. Voilà. Je suis trop fort! C'est un Incroyable! J'avais prédit que c'était toi. Il nous manque... Ah! Le dernier, c'est forcément Malcolm! Hello. Alors, ça va, toi, tu prends ton temps, hein? Juste en retard. Les amis, pour cet épisode, nous accueillons Valentine Delaveau. Vu que vous la connaissez pas, je vais vous montrer une photo d'elle. Ça vous permettrait de voir un petit peu mieux pour vos premières inspirations. Ok. L'histoire que j'ai imaginée pour ce shooting, c'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent séparées depuis la mort de leurs parents. L'une est retenue, elle est placée dans un orphelinat. La cadette des sœurs va tenter le tout pour la faire sortir de cet orphelinat. Et se retrouver et s'aimer à jamais. Le personnage principal, du coup Valentine, c'est un personnage plutôt aventurière. L'inspiration que j'ai de Valentine, ça va être Jennifer Lawrence dans Hunger Games. Okay. Vous voyez quelque chose de très aventurier, guerrière. Elle va sauver sa sœur. Le personnage de Salomé, il est plus doux, plus fragile depuis la mort de ses parents. Et en plus, elle est plus petite. Du coup, elle vit beaucoup moins et elle est séparée de sa sœur. Et du coup, pour elle, c'est vraiment tragique. L'idée du shooting, c'est qu'on tourne dans un château qui, dans mon histoire, serait un orphelinat. Au niveau du stylisme, qu'est-ce que tu pourrais me proposer ? Alors, je vois bien des costumes d'époque. Quelque chose époque édouardienne et victorienne, enfin milieu 19e. Je pense qu'on peut dissocier vraiment les deux personnages. Ouais. On a vraiment un personnage qui va être beaucoup plus aventurière. On va plus emprunter au vestiaire masculin, j'imagine. Je pense. Est-ce que elle portera du coup les équipements d'équitation ? Ça, c'est à toi de voir. Ouais. Je pense que tu peux te faire des looks. Je pense que si tu vas un peu dans ce domaine-là, vu qu'elle vient de l'équitation, c'est raccord. Ouais. Et ça serait pas... En plus, pour ce shooting-là, moi, ce que je prévois, c'est qu'on ait un cheval. Oh, cool. Okay. Elle va la sauver à cheval. Du coup, si on a des éléments de l'équitation, c'est raccord, tu vois. Ouais, complètement. Mais et pour la petite sœur, quelque chose de beaucoup plus champêtre, j'imagine, assez... pas noblesse, mais enfin... Oui. Voilà, elle est aisée, contrairement à sa sœur qui est beaucoup plus aventurière. Bah oui. Ouais, je vois des choses assez... J'aimerais bien essayer de créer un contraste entre les deux. Je pense que ça serait top. Ouais. Mais tout en étant raccord, tu vois. Ouais. L'un va avec l'autre en soi. Une silhouette plutôt sombre et à côté une silhouette plutôt claire. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Au niveau du maquillage ? Moi, au niveau du maquillage, dès que tu m'as parlé de ça, j'ai vraiment eu le film Hunger Games dans la tête. Donc je pense que partir plutôt sur quelque chose un peu plus cinéma que beauté. Et plus quelque chose qui soit quand même pas trop beau à regarder, enfin qu'elle soit quand même très belle, etc. Mais que ce soit plus cinéma en mode survival ou... Enfin, vraiment, c'est limite la fin du monde, etc. Du coup, peut-être intensifier les yeux, mais que ce soit un peu sale. Et après, voir pour donner peut-être un effet comme ce qu'on peut retrouver au cinéma.
à voir. Charbonneux un peu. Au niveau du teint, on pourrait peut-être utiliser un effet un peu mouillé de transpiration. Je pense que ça peut être sympa. Ouais. Ouais. Ce qui est important surtout, c'est qu'on puisse distinguer les deux personnages. Ouais, après, ouais, pour la petite sœur, bah, du coup, plus quelque chose d'assez doux. Vraiment sur, je pense, ça restera très naturel de toute façon, mais partir sur des couleurs un peu douces, peut-être du rose ou quelque chose Un à peu voir. pâle, ouais. J'avais en tête aussi des robes, par exemple, assez pâles, avec le jupon blanc. Ouais, bah, je pense, ouais, quelque chose de vraiment léger, mais rosé, enfin, qu'elle ait vraiment bonne mine, bah, comme on voit dans beaucoup de séries maintenant. Bridgerton. Exactement. Et ce qui serait bien, ouais, c'est du coup de faire une petite touche entre la tenue et le maquillage. Ouais. Faire un petit rappel, ça serait pas mal. Ouais. Toi, Malcolm, tu verrais quoi au niveau coiffure? Moi, je verrais bien un peu comme Louis XIV pour la petite fille. Des boucles très serrées, avec un gros volume, Ouais, très pas année lointaine. Lointaine. Et au niveau de la Et, grande? la grande, je ferais plus un coiffage naturel vu que j'ai vu qu'elle a les cheveux bouclés. Ok. Quelque chose de assez femme fatale. Je Tu vais ferais quoi précisément? mettre sa boucle en forme. Ouais. Donc voilà. Si elle est maquillée comme, Oui, bien voilà, sûr. comme une guerrière, je rapporterai un peu de paillettes et de diamonds. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Bon bah les amis, j'attends vos inspirations au plus vite. Le temps tourne, essayez d'être le plus rapide possible. Et puis on se tient au courant de toute façon sur tous les éléments respectifs. Ce qui serait intéressant, c'est que vous échangiez ensemble, savoir un petit peu pour la coiffure, le maquillage, que ça soit un peu raccord. Et on se fait un point le plus vite possible. Ouais, ok. Let's go! Salut, je m'appelle Clara, j'ai 21 ans, mes origines sont la Martinique et l'Est de la France. Dans ma famille, on est tous sportifs, j'ai grandi dans le sport, alors je vais courir à peu près toutes les semaines. Je m'inspire beaucoup des gens qui m'entourent et mes amis sont très importants pour moi. J'ai toujours aimé la mode, l'art. Depuis petite, je dessine, je couds, je crée, donc j'ai toujours voulu faire une école de mode à Paris et aujourd'hui je suis en master à Mode Art International. Je suis assez anxieuse et dépenser mon énergie, ça m'aide vraiment à avoir les idées plus claires et prendre du recul sur les choses. Je suis Clara dans Backstage. On se retrouve à Ivry-sur-Seine. Pour ce shooting, j'ai sélectionné la boutique Costume sur Seine. On va voir ce qu'ils nous proposent. Ils reçoivent ce rendez-vous, donc dépêchons-nous, on va être en retard. Bonjour. Bonjour. On a pris rendez-vous. Je m'appelle Clara, enchantée. Enchanté Rémi. Donc, on prépare un shooting et j'aurais besoin de costumes d'époque. Ok. Qu'est-ce que vous me proposez? Bah, écoutez, je vais vous montrer ça là-haut. Ouais. C'est parti. Il y a de l'ambiance aussi. Ouais. J'avais pensé à des costumes type 19e, Ok. peut-être époque édouardienne, victorienne, D'accord. ou légèrement plus tôt, voilà, dans cet esprit-là. Et il faudrait 2 costumes, donc un pour une petite fille relativement aisée et pour une femme plus guerrière qui monte à cheval. D'accord. Ok. Votre premier personnage, la cavalière, qu'est-ce que vous imaginez comme Ouais, costume? Pour vêtements ça, il me faudrait un corset, quelque chose de... Oui, un corsetage. peu tenue et serré Voilà, quoi. exactement. Ok. Et une chemise, de préférence une chemise d'homme pour montrer vraiment ce côté D'accord. femme. Du coup, chemise coton, 18e siècle, 19e siècle, ok. Exactement. Alors des corsets, on en a quelques-uns ici. Ouais. Voilà. Donc les chemises d'homme. Ouais. On a des choses, donc des chemises 18e siècle, Ouais. 17e J'ai en siècle. tête quelque chose d'assez Si vous voulez des large. choses qui ont un peu de patine, il y a ça. Ouais, Voilà. celle-ci, elle est- Ça, bon, elles sont vraiment vieilles, c'est du vrai vieux. Après, c'est des costumes qui, comme ils viennent de compagnie théâtrale, ils ont une histoire. Ils ont Ouais. une histoire, il y a plein de costumes, on voit les étiquettes, on voit le nom des gens qui étaient dessus. Par exemple, si je prends celle-ci, je sais pas si je peux trouver, mais... Ah si, alors vous savez à qui était ce costume? C'est à Niedrid Burger, ça doit être une allemande. Voilà, je sais pas en quelle Wow. année, mais je pense dans les années 80, elle a porté ce costume. ouais. Elle avait ses petites notes pour se souvenir pour bien qu'on le retrouve, que c'était elle. C'est Et fou. voilà, et maintenant ce costume il est là. Je sais qu'il y a certains costumes que j'ai loués pour des tournages ou des choses un petit peu de grosse prod. Par exemple, là-bas, il y a un manteau, genre Patrick Bruel, il l'a porté. Voilà. C'est ça, ça lui donne de la valeur ajoutée. Vous êtes une association pour... Eh ben, justement, on a une association qui, au départ, c'était
C'était une compagnie d'opérette, justement, c'est pour ça qu'ils ont récupéré des costumes d'opérette. Ouais. C'est vraiment une compagnie assez amateur d'opérette qui ont récupéré des stocks de costumes de compagnies très professionnelles, mais au départ c'était pour eux dans leur utilisation, ouais. pour avoir des ressources, pour pouvoir faire des créations les années d'après, et ainsi de suite. Et après, ils ont commencé à les prêter à d'autres compagnies de théâtre et d'opérette dans leur réseau. Et au final, ils en avaient tellement, ils se sont dit, il faut qu'on crée un système pour que les locations se fassent bien, que ce soit régulé. Okay. Et ils ont créé ils ont créé une autre association qui est Costumes sur scène, qui marchait complètement en bénévolat jusqu'à présent, jusqu'à ce que ça marche suffisamment bien et qu'ils commencent à prendre des salariés, dont moi. Okay. Et moi, du coup, je suis le seul salarié de l'association depuis maintenant 4 ans. Ah, ok. Voilà. T'as des tarifs assez intéressants, beaucoup plus vis-à-vis des compagnies, des associations, des mairies, des projets culturels. Ouais. Voilà, où c'est 45 € pour toute une semaine. Ah Alors ouais. que pour un particulier ou une prod qui a un peu de moyens, c'est plus 45 € pour 3 jours. Ouais, ce serait beaucoup plus. Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant en costume sur scène, c'est que tous les costumes sont au même prix en fait. Et ben merci beaucoup. Ouais, je crois qu'on a tout. Ouais, je pense. J'étais pas sûre de tout trouver honnêtement en arrivant, mais au final, tout est là. Voilà. Écoute, Et je pense qu'on n'a rien oublié. Donc, Ouais. Tu vois, c'est mieux de s'y prendre à l'avance, de venir vraiment en Ouais. avance de son événement pour réserver les costumes, bien les choisir, les mettre de côté. Ils sont réservés et après les gens peuvent venir les chercher juste avant. Et tout est réglé comme ça. Et on est bien zen. je prends note. Voilà. Je te Merci donne ça beaucoup. et je te dis du coup à bientôt pour le retour. Ouais, un Voilà. plaisir, merci. Bon Au courage pour revoir. le tournage. Merci. Au revoir. Aujourd'hui, je vais visiter un château pour le tournage. On va aller rencontrer le propriétaire. Bonjour Vincent, Bonjour Nathan, enchanté. bienvenue, Merci beaucoup. bienvenue au château de Bel-et-Bar. Incroyable. Ici, c'est une salle de réception. Alors c'est à la fois une salle de réception pour les mariages, les anniversaires, le week-end, mais notre activité principale c'est la remise en forme. C'est vraiment du coaching en petits groupes ou en cours individuel sur des activités comme la méthode Pilates, le yoga et puis du renforcement musculaire, du cardio-training. Comment vous êtes venu à l'événementiel? L'événementiel, c'est qu'en fait d'acheter une grosse propriété comme ça, ça coûte pas mal d'argent en entretien, donc il faut trouver des moyens de faire rentrer un peu d'argent. Et on s'était dit, c'est vrai qu'un château, pour se marier, c'est un peu le rêve de beaucoup de monde. Le comble, en fait, ça serait que 2 de vos adhérents se rencontrent à la salle de sport et se marient Ah, ici après. ce serait pas mal ça. Je trouve que le lieu correspond totalement à ce que je recherchais. D'accord. Ce qui joue vraiment, c'est la localisation. On est vraiment proche de Paris. En termes de production, pour moi, c'est vraiment... Ouais, Bien. pour vos équipes, Bah pour oui. faire venir du monde et tout, c'est plus facile. C'est ça. Ouais. Du coup, si ça vous va, moi, je suis Écoutez, avec partant. plaisir, oui, ça nous ferait plaisir d'avoir votre équipe au château. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour Jacqueline, Bonjour Valentine, bienvenue dans Backstage. merci à vous de me recevoir, Accompagne vers Nathan. pas de soucis. Merci. Bonjour Nathan, Bienvenue dans Backstage. merci à toi de me recevoir. J'ai confiance à toi. La route a été longue. Bah pas trop, je suis venue avec mon équipe donc ça passe plus vite. Tu nous viens tout droit de Deauville. Exactement. Ce que je te propose, c'est qu'on accueille notre expert coiffure qui est Malcolm. Bonjour Malcolm. Dans un premier temps, on va apprendre à connaître Malcolm grâce à son portrait vidéo. Coucou tout le monde, moi c'est Malcolm, j'ai 20 ans, je suis coiffeur polyvalent en région parisienne. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours rêvé d'être coiffeur. Si je devais me décrire, je suis authentique, professionnel et un peu foufou. Ma passion dans la vie, c'est le twirling bâton. Je suis champion de France 2017 de twirling bâton. C'est un sport pas très commun, mais j'adore ça. Je suis Malcolm dans Backstage. Aujourd'hui Malcolm, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous réaliser? Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose de assez glamour. Je vais faire ressortir tes boucles naturelles. Du coup, tu vas faire quelque chose de bien précis. Comment tu vas t'y prendre? On va refaire tes boucles naturelles, on va repulper la boucle avec des finger calls et Super. Elle a quel type de boucle? 3 catégories, bouclé, frisé, crépus et dans les cheveux bouclés. Ok. Bon, j'espère que tu vas pas attraper froid. Non, ça va.
Ce que je te propose, dans un premier temps, on va laisser travailler Malcolm et je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Valentine? Je suis une sportive, je pratique de l'équitation depuis que je suis toute petite. Quel type d'équitation? Je fais du saut d'obstacle à haut niveau et je fais ça depuis que j'ai 3 ans, je pense. En fait, mon père est un cavalier professionnel et je l'ai vu depuis que je suis née, en fait. Et mon père est un très très grand cavalier, il est médaillé au championnat du monde, ça a été le plus jeune à faire les Jeux Olympiques quand il avait 20 ans seulement. Et j'ai voulu faire comme lui pour m'amuser au début. Donc on a acheté un tout petit poney, un Shetland. Et puis j'ai commencé à faire des petits tours de carrière où il me tenait quand je faisais du galop, tout ça. Et puis j'ai jamais arrêté parce que j'ai toujours adoré. Et donc depuis ça, je me suis jamais arrêtée, je fais du saut d'obstacle. J'ai commencé à poney, maintenant je suis à cheval dans la catégorie senior. Donc ce qui veut dire que je suis mélangée dans les mêmes épreuves que mon père, sachant que j'ai 21 ans. Donc je suis avec plein de cavaliers. Ça veut dire que potentiellement tu peux te retrouver contre ton père? Bien sûr, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois et je l'ai même battu des fois. Ah ouais? Et oui, je suis allée plus vite que lui dans l'épreuve au chronomètre, tout ça. Donc non, c'est chouette. Puis je peux faire ma passion avec mon père, ma famille, ma sœur qui a que 14 ans mais qui fait aussi du cheval. Comment il a réussi à te transmettre sa passion? Je pense que c'est un virus qu'on attrape quand on est petit. À partir du moment où on baigne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les chevaux, si on aime ça, je pense que c'est très dur de s'en décoller. C'est parce que je vis pour l'adrénaline que je ressens, entre guillemets, en compétition. Et c'est comme une drogue. Et la redescente après cette adrénaline? J'allais à l'école normale. Et ça veut dire que le week-end, j'étais très fortement mise sur un piédestal. Ah, la fille de Patrice Delaveau, Valentine Delaveau, tout ça. Imaginons si je faisais bien ma compétition, il y avait beaucoup... J'étais très médiatisée par la presse dans l'équitation, tout ça. Et le lundi, pouf, je revenais à l'école et j'étais quelqu'un de normal, entre guillemets, qui était là au milieu d'autres gamins, qui faisaient un peu des bêtises en classe. C'était le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Et je pense, mes parents ont vraiment eu raison, et je les remercie, de m'avoir donné cette éducation de non, tu ne feras pas l'école à la maison, t'es personne, tu vas aller à l'école comme tout le monde, alors ok, ça va être dur. Mais moi, dans ma région, il n'y avait pas du tout de sport-études avant. Donc, à part aller dans le sud pour combiner ma passion et les cours, je ne pouvais pas faire autrement. Et comment tu arrivais à t'organiser? C'était très dur. Parce que, ça je l'avoue, c'est pas pour donner un genre ou quoi, mais c'était dur parce que j'allais à l'école de 8h à 17h. Il y avait les devoirs après à faire, la vie de famille et mon sport. Et c'était très long l'hiver, quand à 17h il fait nuit, qu'il fait froid. Pas forcément la motivation d'aller monter, surtout quand on a beaucoup de devoirs. J'ai fait ça jusqu'à l'année de mon bac. Et tu t'es posé la question, savoir si tu voulais faire l'école à la maison? J'avais envie de le faire parce que toutes mes copines le faisaient. Enfin, mes copains, copines. Tout le monde me disait « Ah, je sais pas comment tu fais et tout ». Mais moi, je suis quelqu'un... Ce qui est bien, l'équitation, c'est une vraie leçon de vie parce que ça vous apprend à être dans le dur, à être battant et vous remuer. Donc j'ai dit « Ouais, c'est dur, mais j'ai pas le choix. À part de déménager pour faire du sport-études et pour avoir plus de temps pour mes chevaux, je suis obligée de partir très loin. » Or, j'avais pas forcément envie. J'avais mon père avec un encadrement parfait, vu qu'il connaissait ce sport mieux que personne. J'avais pas envie de partir, c'était très bien comme ça, on avait nos écuries. Je me suis accrochée et j'ai eu mon bac avec mention. Donc voilà. Et tu t'en es bien sortie, du coup? Je me suis bien sortie, je pense. Tu regrettes pas? Pas du tout. Ça a été dur, mais je regrette pas. En dehors de l'équitation, tu as d'autres passions? Ma mère, quand j'étais petite, m'a fait faire beaucoup d'autres sports pour que je sois sûre vraiment que je voulais faire l'équitation et pas autre chose. Donc j'ai fait du violon, j'ai fait de la danse, j'ai fait plein de petites activités comme ça le mercredi après-midi, mais rien ne m'a autant plu que l'équitation. Et toujours, j'étais là, non mais je vais arrêter le violon, moi je veux faire mes chevaux, alors que ma mère avait déjà payé l'année de violon parce que je lui ai dit non, je vais faire les deux, ça va aller. T'étais certaine de vouloir faire l'équitation ton métier? Depuis toute petite. Alors c'est très dur, ça devient un métier très compliqué, mais... Oui, depuis toujours, je dis que je veux faire ça et même au jour d'aujourd'hui, je continue à le dire et ça va être dur, mais je vais m'accrocher pour y arriver vraiment. Si tu n'avais pas fait ça, tu aurais voulu faire autre chose? J'aime beaucoup le cinéma. Ma mère nous montre vraiment, a une bonne culture cinématographique, donc elle nous montre souvent des vrais bons films, quoi. Elle adore. Ta maman qui a créé une académie? Exactement, un sport-études en fait. Ça consiste en quoi? Elle a monté un sport-études qui regroupe aujourd'hui 24 élèves, donc c'est énormément. Donc c'est à Deauville, là où nous sommes installés.
Et elle a mis en place un système qui permet que le matin, ils aillent à l'école. Donc, ils font les cours normalement. Et l'après-midi, ils ont tout le temps libre pour monter leurs chevaux. D'accord. Et toi, tu as intégré cette académie? Je l'ai fait durant mon année où j'avais 19 ans, mon année de bac, justement. Et c'était vraiment super de enfin pouvoir avoir plus de temps pour monter mes chevaux. Bon, alors c'est tombé pendant le Covid, donc ça a été un petit peu modifié. Mais après, maintenant, Et c'était à la fin de tes études, surtout. Exactement. Donc, mais c'était quand même sympa de le faire une année. Du coup, tu lui as permis aussi de pouvoir développer, savoir où aller, parce que tu étais la principale concernée, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis ma mère, c'est aussi avec ce qu'elle a vu vis-à-vis de moi qu'elle a décidé de monter ce sport-études. Ouais, c'est incroyable. Mais du coup, ta sœur, elle... fait l'académie de ma mère. Incroyable. Donc ça, c'est chouette parce que ma sœur, elle s'éclate. Et puis elle a eu la chance de connaître un sport-études, quoi. Tu regrettes un peu, du coup, de ne pas avoir pu l'intégrer? Ouais, bon après ça maintenant c'était il y a longtemps, maintenant je fais plus d'études, ce qui est pas forcément une très bonne chose, mais j'ai décidé de me consacrer qu'à ça. Donc si c'était à refaire comme je l'ai fait, je le referais. Comment enfant on se rend compte que son papa est une personnalité publique? Au début je m'en rendais pas compte. Au début je m'en rendais pas compte parce que pour moi c'était normal. Mais mon père surtout est quelqu'un de très humble, très les pieds sur terre, ne se prend pas pour quelqu'un qu'il n'est pas alors qu'il le pourrait. Complètement. Tu te souviens de ce moment-là où tu t'en es rendu compte? Oui, en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé un petit peu plus à grandir et que je l'accompagnais en compétition avec lui et que même des fois, dans la rue, les gens l'arrêtaient pour avoir une photo ou un petit autographe ou quoi. Et c'est à cet âge-là que je me suis dit, ah, c'est quelqu'un. Je dois le partager. Voilà. Mais après, ça m'a jamais dérangée. Quand j'allais en concours avec lui et qu'il me coachait, j'avais beaucoup plus de regard sur moi, mais ça, je l'ai très tôt accepté. J'ai eu une discussion avec mes parents qui m'ont dit « Tu vas être regardé, tu peux pas te permettre de faire, quand tu es avec tes copains, les mêmes choses qu'eux, ils font parce qu'ils n'ont pas les mêmes regards que tu as sur toi. » Donc c'est vrai, je dois plus me tenir, entre guillemets, mais après, je suis pas quelqu'un d'extraverti, je suis plus introvertie. Je suis dans ma bulle tout le temps, et ce qui peut me donner un côté très froid parce que je vais pas forcément vers les gens. Tout de suite, on t'a appris en fait que tes actes pouvaient avoir des répercussions sur la carrière de ton père. Et pas forcément sur la carrière de mon père, mais plus ça pouvait être très très vite déformé et un rien peut être transformé en un truc surdimensionné. Et puis quand des erreurs, quand on est petit, on en fait plein, quoi. Donc c'est sûr, mais ils m'ont tout de suite dit voilà, t'es observé, t'es jugé. Et puis c'est de la pression, parce que du coup, vous êtes exposé à beaucoup plus de regards, et les gens, ils vont être là, « Ah, elle a fait une barre, une faute, elle n'est pas qualifiée pour je ne sais quoi. » Oh, mais en même temps, quand on s'appelle Delaveau, on peut prétendre à faire, mais les résultats ne suivent pas. Enfin, ça, j'ai le droit. Pour toi, c'est un avantage ou un inconvénient d'être attaché à la carrière de ton père? C'est un peu les deux. Enfin, du coup, ça peut être un avantage parce que ça m'ouvre des portes quelquefois. Mais du coup, les gens vont se dire « Bah tiens, c'est la petite Delaveau, elle pense que tout va lui réussir, c'est la fille de papa, bah, on va être 10 fois plus dur avec elle. » Et ça, je l'ai beaucoup vécu l'année dernière quand je suis allée voyager, travailler pour des gens. Je suis allée jusqu'en Floride pendant 2 mois. Les gens sont plus durs du coup parce qu'ils ils sont peut-être un peu envieux de ce que vous avez. Donc du coup, bam, la moindre petite faute, c'est ce que je dis. La moindre petite faute peut devenir un truc. Ah oui, la fille d'eux, tout de suite. Il est arrivé aussi pour un grand cavalier brésilien qui est un fils d'eux, pareil. Et un jour, il était habillé en civil. Donc les gens le reconnaissaient un petit peu moins que quand il avait son habit d'équitation. Puis il était parti manger une crêpe lors d'un concours dans un bar, dans la buvette du concours. Et derrière lui, 4 personnes, c'était 2 couples, un couple sur les 2 se met à le critiquer. Ah, mais il fait tout ce qu'il fait parce que c'est le fils de ce grand cavalier. S'il n'avait pas ce nom-là, il n'existerait pas, il ne serait pas doué. Sans savoir qu'il était devant? Voilà, sans savoir. Et l'autre couple le défendait. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je pense que c'est un enfant qui a vraiment du talent. Ok, il y a son père, mais c'est un bosseur à côté, il ne profite pas de ce qu'il a, tout ça. Et Rodrigo Pessoa, ce petit garçon, n'avait que 15 ans à ce moment-là, donc très jeune. Et ces gens qui pouvaient le critiquer, là, il s'en est rendu compte de l'impact que vous avez quand vous avez un nom. Ça l'a transcendé. Et juste après, il a gagné l'épreuve, mais
il a jamais cherché à se venger auprès de ces gens-là ou quoi, parce qu'il aurait très bien pu se retourner de colère et dire oh, pardon, répéter. Enfin, non. Toi, dans cette situation, tu aurais pu te retourner... Je suis quelqu'un d'impulsif. Et des fois, c'est mon défaut, je réfléchis pas trop avant de faire les choses par impulsivité, justement. J'aurais pu, mais j'aurais toujours pensé à ce que mon père m'a dit. Si un jour t'entends, tu dis rien, tu fais comme si de rien, et ne sois jamais dans la revanche, parce que ça veut dire que ça te touche, alors que ces gens-là, il ne faut même pas que tu les écoutes au final. Mais plein de fois, je sais que même des gens que je connais pensent totalement ça, mais écoutez, ça veut dire que j'attire les regards. S'ils parlent de moi, alors c'est... Voilà, c'est au final, les gens, ils parlent, mais ils sont là à baver devant vous. L'équitation dans votre famille s'est transmise de génération en génération. Ton papa a hérité de celle de ton grand-père. Toi aussi, c'est une volonté de transmettre plus tard ta passion à tes enfants? S'ils veulent essayer, en faire leur métier, je ferai tout pour que ça se réalise. Mais si dès le début, ça ne les branche pas de faire de l'équitation, parce que c'est un métier très dur, et ça, il faut le savoir quand on commence. C'est pas aller une fois par semaine, faire un tour, et puis remballer le cheval et partir. Il y a un travail énorme avant de monter, après de monter. Et ça, le faire 7 jours sur 7, si vous n'êtes pas passionné, c'est pesant. Donc, mes parents, moi, dès le début, m'ont dit, si tu veux pas faire, on s'en fiche. On le fait si ça te fait plaisir. Et ma sœur, au début, détestait les chevaux. Elle ne voulait pas. Elle avait essayé, elle était tombée. Et elle ne voulait pas refaire. Et avec l'école, un jour, ils lui ont dit, cet après-midi, c'est activité, on va au poney club. Et elle ne voulait pas y aller. Et elle disait à mon père, il y a des gens qui ont dit que j'étais la fille de Patrice, de Lavaux, donc je devais monter, tout ça, je ne sais pas quoi faire, ils vont m'obliger. Puis si je ne monte pas, ils vont dire que j'ai peur et que je suis ta fille, donc c'est pas normal. Enfin, à ça, elle avait 8 ans, 7 ans, voilà. Mais c'est pour ça qu'au final, elle a réessayé, puis là, elle a redécouvert sa passion. Donc là, maintenant, elle n'arrête pas. Autant que toi? Peut-être pas autant que moi, mais elle est à l'académie au jour d'aujourd'hui. Donc quand même, elle le fait tous les jours et elle aime ça. Après, dire est-ce qu'elle va en faire son métier, pour l'instant, même elle ne sait pas. Mais c'est pour ça, moi, mes parents, ils m'ont dit, si tu veux pas, tu fais pas, c'est pas grave. Et au final, moi, si mes enfants me disent, j'ai envie d'essayer, on ira au poney club, je leur ferai faire un tour de poney. Puis s'ils me disent je veux continuer, on le fera. S'ils ne veulent pas continuer, il n'y a aucun souci. Et c'est ce qu'ils ont fait avec ma sœur quand elle a dit je veux arrêter, j'aime plus. Pendant 2 ans, elle n'a pas monté et elle n'avait pas du tout envie de monter. Et mes parents l'ont absolument pas. Vous ne voulez pas que vous vous sentiez contraint de faire ça? Pas du tout, non. Parce que c'est un métier, si on ne veut pas, il ne faut pas se forcer parce qu'on le fera mal. Aucun plaisir. Et je pense que l'équitation, quand il n'y a pas de plaisir, il ne faut pas le faire. Dans votre famille, on comprend que l'équitation a une place énorme. Chacun a un poste bien précis. Comment tu arrives à distinguer l'aspect familial et l'aspect professionnel? C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on est tout le temps ensemble. Je suis tout le temps avec mon père parce que c'est mon coach. Je suis tout le temps avec ma mère parce que c'est elle qui gère tout l'aspect à côté, organisation, des concours, tout ça. Ma sœur, pareil, tous les jours. Mais après, on est assez tous faciles à vivre. Moi, je pense à faire... avec mon père du moins, à faire travailler et en tant que fille normale dans la vie normale, je pense que je suis quelqu'un... c'est pas compliqué de me faire travailler. Il y a des gens, c'est compliqué de les faire travailler parce que chacun a son caractère, mais je suis assez docile. Après, voilà, dans pas longtemps, on part faire un voyage à Londres, en famille, tous les 4. Et ce sera cool pendant ce temps d'avoir que l'aspect famille normale et pas avoir des chevaux autour de nous, quoi. On arrive assez bien à faire comme ça, et puis... pour l'instant, ça n'a jamais causé de problème. Pour toi, tu penses que tu étais prédestinée à devenir cavalière professionnelle? Pour ça, c'est compliqué de dire. Pour l'instant, oui, j'ai fait des choses à haut niveau. J'ai fait du 4 étoiles, sachant qu'il y a 5 niveaux. Donc, oui, je suis une cavalière qui essaye de faire du haut niveau, mais pour l'instant, je ne peux vraiment pas dire que je suis cavalière professionnelle et je ne tiens pas à être comme tous ces gens très jeunes qui disent « je suis cavalière professionnelle ». Pour l'instant, je m'amuse dans ce que je fais et je prends du plaisir. Je vis grâce à mes parents. C'est mes parents qui m'emmènent au concours. S'ils ne sont pas là, je ne peux pas y aller parce que ce n'est pas moi qui paye les déplacements de moi et des chevaux, surtout. Ce n'est pas moi qui paye mon logement en concours, les box pour mes chevaux en concours. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. Tu n'es pas gagné, on ne t'a pas donné les clés et tu as dû te battre. Oui, et puis je fais tout avec mon père. C'est mon coach, c'est mon patron, entre guillemets. Je fais rien sans qu'ils me disent de le faire. Donc pour l'instant, je peux pas dire que je suis cavalière professionnelle.
je peux pas dire que je suis prédestinée parce que je fais comme je veux et tout ce que j'ai fait, j'ai réfléchi avant de les faire, j'ai parlé avec mon père et tout. Donc, est-ce que je suis née pour faire du cheval? Peut-être parce que je suis tombée dans une famille qui fait que ça. Après, ça se trouve, si je suis née dans une autre famille, j'aurais fait complètement autre chose. Donc, je peux pas trop répondre oui ou non à cette question. C'est un peu mitigé. Je crois que Malcolm a fini ta coiffure. Voilà, c'est bien bouclé là. Trop joli. Merci Malcolm. De rien. Ok, alors j'ai utilisé un refresh. Donc c'est un soin avec de l'eau pour repulper la boucle. Donc habituellement on le fait à la maison avec de l'eau et de l'huile. Mais là je l'ai acheté. Donc on peut l'acheter dans les trucs de coiffure. Après j'ai pris de la crème de jour pour venir hydrater. Parce qu'il faut toujours hydrater un cheveu bouclé. Et après j'ai pris de la gelée pour fixer la boucle. Et ensuite, j'ai séché au diffuseur pour repulper et regainer la boucle. Vu que tu fais beaucoup de sport, etc., au niveau de tes shampoings, qu'est-ce que tu utilises Enfin, qu'est-ce que tu utilises? Tu laves à quelle fréquence? Ouais. Tu fais des soins, pas de soins? Ouais, c'est une question intéressante ça. En fait, donc, je suis une sportive, donc je mets la bombe, le casque, tout le temps sur la tête, tous les jours, toute la journée. Donc alors là, en ce moment, ça va parce qu'il fait froid quand même, donc je transpire pas trop dans la bombe. Mais la bombe va quand même écraser mes boucles. Donc clairement, le matin, je peux arriver avec des très jolies boucles, bien formées de la veille et tout. Et le pire, je pense, c'est l'été, quand il fait canicule et qu'on met la bombe et qu'on transpire et que quand on la retire après 5-6 chevaux, c'est trempé la tête. Donc l'été, je pense que je les lave tous les soirs. Alors c'est pas bien du tout. Du coup, tu aurais des conseils à lui donner? Justement, du coup, j'ai des petites astuces. Donc les shampoings secs. Ouais. Pour espacer les shampoings, c'est génial. Aussi, on peut faire des soins du cuir chevelu, donc pour venir hydrater le cheveu. Mais aussi, vraiment, qui est important, vu que tu mets la bombe souvent, tu peux prendre un refresh. De L'Oréal, il est bien. Ça va protéger. C'est un peu comme une couche protectrice du cheveu. D'accord. Parce que le cheveu bouclé, il faut souvent le protéger. Pas sortir les cheveux mouillés, sinon ça cartonne. Est-ce que ça abîme le cheveu de se laver trop les cheveux? Du tout. Enfin, on peut se laver tous les jours les cheveux, ça ne veut rien faire. Ah enfin, oui. Juste, déshydrater un peu? Si on ne le sèche pas tout de suite, et on ne met pas de crème pour le protéger, ça va sécher. Parce qu'en fait, dans l'air, il y a une molécule qui sensibilise le cheveu, qui oxyde le cheveu. Du coup... Et à air frais ou air chaud? Air tout court. D'accord, peu importe. Ok. Oxygène. Si je veux, du coup, je me lave les cheveux tous les jours. Tu peux laver les cheveux tous les jours, mais il faut les sécher avec un protecteur thermique. Ok, même l'été? Même l'été. Ok. Intéressant. Voilà. Merci beaucoup Malcolm pour ces précieux conseils. Je t'en prie. Ce que je te propose, on va passer à la séquence les photos de l'invité. Oui. La production t'a demandé de ramener 2 photos. Une photo avec un souvenir positif, une photo avec un souvenir négatif. Merci. Du coup, c'est positif ou négatif? Alors, ça, c'est le souvenir positif. Ok. Et ça, c'est le souvenir Je négatif. te laisse présenter Ouais. dans un premier temps. Choisis lequel tu veux commencer. Moi, peut-être finir par le meilleur, donc commencer par le pire. Donc celle-ci, c'est le premier concours que j'ai fait. C'est un peu genre un comeback, je dirais, parce que juste avant, je m'étais cassé la clavicule avec une chute qui m'a privée de mes championnats d'Europe. Pendant combien de temps? 1 mois, je pense. Juste avant ce championnat d'Europe, il y avait un petit concours national à côté de chez moi que j'ai fait avec d'autres chevaux. Pas celui-là avec lequel j'étais qualifiée, avec d'autres chevaux que j'ai, parce qu'il faut aussi les sortir pour qu'ils aillent au concours eux aussi. Et sur le dernier obstacle du parcours, mon cheval se loupe, se prend les pieds dans la barre, tout ça trébuche. On tombe, tous les deux. Et en tombant, moi je suis vraiment tombée comme une crêpe, on m'a dit. Et je me suis cassé la clavicule. Tu t'es relevé? Non, j'ai pas pu me relever. Je me souviens de plus rien. Je me vois tomber, la chute, mais entre le moment où je suis tombée et le moment où je suis arrivée dans l'ambulance avec ma mère et les pompiers, tout ça, en attendant, c'est trou noir. D'ailleurs, on peut voir que ça se voit pas trop, mais j'ai un gilet airbag parce que du coup, j'avais peur de me refaire mal après ça. Et j'irai pendant 5-6 mois, j'ai reporté un airbag après la chute. Tu les as pas refaits du coup? Ah bah pas du tout. Non, ils ont pris un autre cavalier du coup qu'ils ont en réserve de l'équipe. Il y a 4 cavaliers qui peuvent le faire, ils en sélectionnent 5. Comme ça, s'il y a un problème, le 5e prend la place. Et après, par la suite, je n'ai pas réussi à me qualifier pour d'autres championnats d'Europe. Donc voilà. Tu n'as pas pu les faire?
j'ai pas pu les faire et pour l'instant, j'en ai pas refait d'autres. J'espère que je vais en refaire un autre prochainement. Et passons au positif du coup. Cette photo illustre ma première victoire en CSI 4 étoiles du coup. Qui est l'une des plus grandes compétitions. Ouais, en fait, il y a 5 niveaux qu'on appelle 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et 5 étoiles, c'est vraiment réservé à l'élite mondiale. Et c'est très haut, c'est des épreuves à 1m60. Et bah, moi, du coup, ça c'était mon premier 4 étoiles et j'ai décroché une victoire. Et qu'est-ce que ça procure? C'est de l'adrénaline qui vont addict, quoi. Envie de faire plus encore? Ouais, envie du coup de faire plus, de se dire c'est bon, je suis aguerrie, ça va aller. Après, l'équitation, c'est une bonne école. C'est pas parce que vous gagnez un jour que vous allez aller faire que des super choses après. Le lendemain, peut-être, ou le concours d'après que j'ai fait, je sais pas, j'ai dû même pas réussir à me classer parce que bah, c'est comme ça, quoi. C'est un jour on est là, et puis un jour on est en bas, et il y a des périodes où on reste très longtemps en bas, ce qu'on appelle les bas dans une carrière. Et toi, pour l'instant, t'es dans une bonne passe? Pour l'instant, ouais, je suis dans une assez bonne passe. J'ai pas encore repris les concours parce que j'ai laissé un break hivernal à mes chevaux, ce qui est nécessaire pour moi à faire. Mais j'espère que quand je vais revenir, ma bonne passe va continuer parce que ça s'est terminé sur une bonne période. Donc j'espère que ça va continuer. Très bien. Sans plus tarder, ce que je te propose, c'est qu'on accueille notre maquilleuse qui est Héloïse. Héloïse? Bonjour Nathan. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va super. Ce que je te propose, Valentine, dans un premier temps, c'est qu'on apprenne à connaître Héloïse grâce à son portrait vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse, j'ai 21 ans et je suis make-up artiste. Malgré le fait que j'aime passer du temps en ma propre compagnie, j'ai tout autant besoin d'en passer avec les personnes que j'aime. Si je devais me décrire, je dirais que je suis quelqu'un de très passionné, notamment du maquillage, mais aussi des mangas, de la musique et de l'art. Si j'aime autant le maquillage, c'est grâce à la satisfaction que je ressens quand j'ai fini de maquiller et que la personne se sent encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. Je suis Héloïse dans Backstage. Que vas-tu réaliser aujourd'hui, Héloïse? Alors, pour aujourd'hui, je vais transformer notre invitée en actrice de cinéma. Donc du coup, pour ça, je vais partir sur un teint plutôt léger, en intensifiant un peu les yeux, mais que ça soit quand même un effet un peu sali, pas très très propre. Pour ça, je vais m'inspirer de Jennifer Lawrence dans Hunger Games. Et donc pour ça, pour rendre le maquillage encore plus réel, je vais donner une petite astuce pour avoir un effet mouillé de transpiration, comme au cinéma. Du coup, pour réaliser cet effet, quel produit tu vas utiliser? Alors pour ça, je vais utiliser de la glycérine qu'on peut trouver en pharmacie. Et c'est une astuce que beaucoup de maquilleurs utilisent pour avoir un effet vraiment mouillé de transpiration parce qu'en fait, ça ne sèche pas. Et enfin, vous verrez, du coup, ça fait vraiment un effet très réaliste. Ok, impatient de voir. Ouais. On va laisser travailler Héloïse. On a changé un peu de positionnement. Ça va, tu es à l'aise? Oui, oui. On est un peu dans un positionnement confession. Ok. L'équitation, c'est l'un des seuls sports qui se pratique avec un être vivant. Ouais. Quelle relation entretiens-tu avec tes chevaux et comment les considères-tu? J'essaye d'être très proche d'eux, sans entrer non plus dans une relation un peu cucu qu'on peut voir dans les films. On les appelle avec des petits surnoms et tout, pas vraiment. T'es déjà passé par là? Quand je devais être petite plus. Après, là, je suis dans le sport, donc je les traite très bien parce que pour moi, ce sont des athlètes. Donc, je fais venir la masseuse pour eux. Je suis très à leurs écoutes. J'essaie de beaucoup les observer parce qu'ils ne peuvent pas parler. Donc, ils ne peuvent pas dire là où ils ont mal et tout. Donc, même quand ils sont devant moi au box, j'essaie vraiment de les observer et voir un peu quel comportement ils peuvent avoir, voir si ils sont sensibles, si au contraire ils sont très cool. Et comment tu arrives à voir ça? Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions chez les chevaux qui ressortent par leurs yeux. J'ai pas mal de jeunes chevaux, des nouveaux, et il y en a un, dès le début, quand je l'ai vu pour la première fois, lui il a l'air très inquiet, parce que dans son œil, il est toujours comme ça sur la retenue, et il a beaucoup de blanc dans son œil. Et c'est un cheval tout le temps, il regarde partout. Et avant, quand on l'a reçu, il était très timide, craintif. On ne pouvait pas lui toucher la tête. Il avait beaucoup de mal à ce qu'on le caresse partout sans qu'il s'inquiète et tout. Et maintenant, par le fait que le système de mon père et moi et les gens qui travaillent pour nous, on est très proches des animaux, on s'en occupe énormément. On les bichonne, on est à leurs petits soins. Le cheval, maintenant, il est comme les autres, c'est-à-dire qu'il accepte qu'on le touche de partout, on peut même parler fort à côté de lui et il ne réagit pas, alors qu'avant,
dès qu'on élevait un peu la voix, il avait peur, il se décalait, tout ça. Et j'essaie d'être proche d'eux pour les comprendre. Et ce sont des athlètes, donc pour moi, ils méritent d'être très bien chouchoutés. Et surtout, j'essaye qu'ils restent dans un élément assez naturel. Ils vont à la plage, ils bougent, ils sortent beaucoup de fois par jour. Et j'essaie pas de les laisser trop longtemps au box toute la journée, même si c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de chevaux. Tu leur parles? Parler, non. Je vais pas m'amuser à leur parler comme ça, mais quand, par exemple, ils sont embêtants ou quoi, je fais « Oh, allez, c'est bon, arrête ». Ça sort tout seul. Ça sort tout seul, oui, vraiment. Oui, tu tapes pas une discussion. Ah oui, complètement. Des fois, oui, un peu de fatigue ou quoi, on commence à leur dire « Ça va toi aujourd'hui ?» Des petits trucs comme ça, mais je vais pas m'amuser. Si je le dis, c'est que j'ai une raison. Il n'y a pas de réponse de toute façon en retour. Dans tous les cas, voilà. Donc je peux continuer à leur demander s'ils vont bien, ils vont jamais me répondre. Mais ça t'est déjà arrivé de pas du tout avoir de connexion avec un cheval? Oui, il y a des chevaux avec lesquels, c'est comme les humains, il y en a, ça passe, d'autres, ça passe pas. J'ai mon cheval qui est mon meilleur cheval actuellement, avec qui je fais des épreuves à 1m45. Au début, quand je l'ai reçu, c'était pas facile. C'est un cheval très compliqué, très inquiet. Dès qu'il entend un bruit, il fait un écart. Il est très sensible. Et c'est un cheval qui a beaucoup de caractère. Et au début, ça a été compliqué de me mettre avec, dès le début. Et puis du coup, plus ça allait, plus je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'il est chiant celui-là, voilà. Au final, tu as réussi, il est plus comme ça. Voilà, parce que je me suis remise en question, parce que c'est un sport où il faut beaucoup se remettre en question. Et je me suis dit, maintenant, tu l'as, t'as pas le choix que ça aille. Donc, Du coup, pour toi, en fait, peu importe le cheval, tu peux y arriver. À partir du moment où tu sais... Il faut que j'y arrive. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand le cheval, il est là, il est pour nous, bah, bouge-toi les fesses, quoi. Il n'y a pas de... Mes parents ne sont pas des gens qui ont les moyens de dire ça va pas avec celui-là, mais on va en racheter un autre, quoi. Next. Non, moi, ça va pas avec ce cheval. Oui, bah, on l'a maintenant. Donc, accroche-toi. Et ce cheval, j'ai vraiment bien fait de m'accrocher. Ça a été difficile parce qu'il a beaucoup de caractère. Mais au final, maintenant, c'est mon meilleur cheval et je suis très contente de l'avoir parce qu'il me permet de faire de très belles choses. Certaines activités équestres sont de plus en plus remises en cause dans la société, notamment en raison du bien-être animal. Comprends-tu ces inquiétudes sociétales? Alors oui, je comprends, parce que c'est vrai que maintenant, avec les choses qu'on a vues et qui circulent, des vidéos qui sont prises en cachette de gens qui font des choses pas très bien pour dire à leurs chevaux, je peux totalement comprendre. Après, il faut se dire que les gens qui font ça, ce sont les gens qui sont du sport de haut niveau. Ce sont donc des professionnels. Donc je pense que l'amateur qui va aller dire c'est scandaleux, ils mettent des super gros morts à leurs chevaux, je veux dire ce sont des professionnels qui savent contrôler leurs forces et leurs actions de main, de jambes. Notamment, il y a beaucoup le débat des éperons qu'on met pour faire un petit peu plus avancer les chevaux parce qu'on en a besoin pour aller sauter des obstacles à 1m60. Il faut arriver avec du rythme, quoi, sinon le cheval il s'écrase dedans, dans l'obstacle. Mais ce sont des professionnels qui les utilisent et je pense qu'ils savent les utiliser. Je pense que chacun doit rester à sa place. Et je suis désolée quand je vois en tourisme les gens sur la plage qui vont s'amuser et dire c'est super, on a fait du cheval sur la plage en licol, même pas de mort, comme quoi c'est possible de contrôler un cheval sans éperon et sans mort. Mais il faut savoir que les chevaux, ils font ça 7 fois dans la journée et qu'à la fin, vous arrivez à les contrôler, c'est parce qu'ils sont cuits aussi. Donc je pense qu'à un moment, il n'y a pas que les professionnels qui utilisent des manières fortes ou quoi. Je pense que les amateurs le font sans s'en rendre compte. Ils savent pas de quoi ils parlent. Voilà, et moi par exemple, si j'ai à Héloïse, non, tu fais pas assez bien ça, moi je fais pas comme ça. Moi je connais rien en maquillage, je me maquille très rarement, donc je la laisse faire et je reste à ma place. Je sais ce qu'elle fait et je lui fais confiance et je pense qu'il devrait y avoir un petit peu plus de confiance dans ce sport. Dans ces préoccupations sociétales. Exactement. Ce sujet, du coup, a été traité au sein de l'Assemblée nationale, qui a fait élaborer une liste de recommandations en vue des prochains JO 2024 à Paris. Il est notamment question en saut d'obstacle de revenir à l'ancien format avec des équipes de 4 cavaliers et un drop score. Drop score qui est une remise à zéro, quoi. Un joker. Voilà. Et je crois que je me suis trompée, les scores ne se remettent pas à zéro, c'est ça continue sur le... Il n'y a pas d'impact. Oui, voilà, ça revient pas à zéro d'un jour à l'autre. C'est pour l'épreuve par équipe, ça se déroule en 2 jours, vous êtes un parcours par jour, et les résultats de la veille,
vous repartez avec ces résultats le lendemain en fait. Les recommandations évoquent aussi l'importance d'éviter les épreuves au moment les plus chauds de la journée. Tu trouves que c'est suffisant ? Je pense qu'ils ont vraiment bien fait d'avoir remis une équipe de 4 cavaliers et non de 3. En fait, faut savoir qu'ils ont fait ça dans le but d'accueillir le plus de nations possible pour la compétition. Sauf que forcément, il y a des nations qui se prêtent plus que d'autres à faire de l'équitation. Enfin, je veux dire, faire de l'équitation dans les pays où il fait 40 degrés, je pense pas que ce soit très agréable pour les chevaux, mais pour les cavaliers aussi d'un côté. Donc en fait, ils ont fait ça dans l'optique d'avoir de plus de monde et donc plus de nations. Mais je pense en retirant un cavalier, ça permet à d'autres nations de pouvoir intégrer... Exactement. Mais du coup, je pense que là, on est encore dans une situation de bien-être animal parce que ça oblige du coup les cavaliers qui n'ont pas forcément du tout le niveau de faire cette compétition à venir. Et au JO 2021, on a vu des gens de pays comme, je sais pas, des pays très lointains où il n'y a pas trop de chevaux là-bas, faire la compétition. Et ça faisait mal au cœur à voir parce qu'ils n'avaient pas du tout le niveau et ça faisait des scores pas possibles. Et les chevaux, je vais utiliser un peu un terme amateur, mais s'écrasaient dans les obstacles parce que les chevaux et les cavaliers n'ont pas le niveau de faire ça, quoi. Ça n'a pas encore été validé. La Fédération française le veut, mais c'est la Fédération mondiale... Et la FEI qui n'est pas d'accord. Après, moi, je suis d'accord avec tous les gens qui veulent que ça revienne. Et j'espère que ça va revenir, mais je ne sais pas si ça va être le cas. J'espère vraiment parce qu'on verra moins de catastrophes. Et même moi, en tant que professionnelle, ça me faisait vraiment mal au cœur pour les chevaux de voir ça. Certains cavaliers peuvent être considérés comme des enfants de riches, qui n'ont pas conscience de l'argent, qui ne se soucient pas du bien-être de leurs chevaux. Tu peux ressentir sur les terrains de concours ces comportements ? Oui, c'est quelque chose qu'on a. L'argent prend de plus en plus de place dans notre sport. Cette dernière décennie, on l'a fort remarqué. Alors, d'un côté, il faut que notre sport ait de l'argent pour fonctionner, parce que sinon, notre sport, il ne vit pas. Et il faut que notre sport soit plus connu pour moi. Et donc, s'il y a plus d'argent, peut-être qu'il sera diffusé sur plus de chaînes, qu'on aura plus de vues extérieures, tout ça. Mais je trouve que l'argent, est-ce que ça va pas un peu dans quelques années faire disparaître quelques valeurs qu'on avait ? Je pense que maintenant, si vous regardez les listes de départ d'un concours 5 étoiles, donc le plus haut niveau possible, c'est beaucoup d'amateurs très fortunés que vous retrouvez dedans, alors qu'avant, c'était des gens qu'on ne connaissait pas et qui sont arrivés ces derniers temps, un peu grâce à ce nouveau système où il y a beaucoup d'argent, tout ça. Du coup, pour toi, on peut réussir dans l'équitation sans talent ? Oui, je pense, parce que si vous avez les moyens financiers qui suivent derrière, vous avez la possibilité de vous acheter de très bons chevaux, de très belles installations, un très bon coach, vous avez un très bon système. Et après, il ne faut pas non plus avoir 0% de talent, je pense que... Il faut quand même tenir sur le cheval, quoi. Voilà, après, le travail, il y a des gens, ça passe, quoi. Mais voilà. T'as des amis dans le milieu de l'équitation ? Ah oui, beaucoup. Presque tous mes amis viennent de ce milieu-là. Tu commences la compétition à quel âge ? Je crois que mon premier concours, c'était vers 7 ans. Ah oui. Ouais. Ça a été quoi les choses les plus dures à 7 ans au départ en compétition ? C'est dès le début, j'étais petite et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de regards, même dans des tout petits concours où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde et que c'est du très très petit niveau parce que je commence. J'ai déjà senti le regard. Après, ce qui était dur, je peux pas dire que c'était dur parce que le regard des autres envers qui tu es ? Ouais, voilà. Et ça, je l'ai déjà rencontré petite, mais après, le plus dur, je pense qu'il n'y avait pas de plus dur parce que c'était ma passion. Donc c'est un plaisir de faire ça. Et si j'étais là, oh non, c'est trop dur, j'aurais arrêté tout de suite, je pense. À partir de 13 ans, tu es en équipe de France. Comment à 13 ans on vit le poids de ses responsabilités ? C'était ma passion, donc après c'était des responsabilités, mais c'était très naturel pour moi de les avoir. Donc au final, c'était beaucoup de pression parce que être en équipe de France, faut bien faire vis-à-vis des autres, de l'équipe, du résultat. Mais après, c'était naturel pour moi d'avoir cette pression. Je l'avais quasiment tout le temps avec tous les concours. Donc, après, il y en a à qui le stress réussit plus qu'à d'autres. Moi, au contraire, plus il y a de stress, plus ça me transcende et mieux je fais. As-tu déjà eu le ressenti que ta passion t'ait volé ton enfance ?
Le mercredi, j'avais cours le matin avec l'école, donc avec mes copines, tout ça. Et le midi, l'après-midi, je les voyais toutes partir en ville et puis aller manger ensemble dans un petit café et puis aller passer l'après-midi au cinéma et tout. Et à chaque fois, elle me disait « Bon, tu viens avec nous et tout, mercredi ?» Je fais « Bah non, je dois aller monter mes poneys, machin. » Et tout le temps, je sentais les gens qui comprenaient pas ma passion et qui soufflaient, quoi. « Ah bah non, Valentine, elle est encore pas là, elle va monter ses poneys. » Et quand on est petit, ça nous blesse vachement parce qu'on se dit « Oh bah super, mes copines, maintenant, je serai plus jamais invitée nulle part ou quoi. » Enfin, j'en ai beaucoup qui ne comprenaient pas comment je faisais le week-end, le dimanche, pour me lever à 7h, 8h, et puis pour aller passer la journée aux écuries, l'hiver, quand il neigeait, quand il pleuvait, quand il faisait froid. Avant une compétition, est-ce que tu as un rituel, un objet porte-bonheur ? Alors, je suis super superstitieuse, donc je peux pas dire que j'ai un porte-bonheur et tout, mais je sais que j'aime bien avoir une veste en particulier pour le jour du Grand Prix, donc l'épreuve la plus grosse du concours. Parce que je suis superstitieuse, après c'est pas un porte-bonheur ni rien, mais je suis superstitieuse. Donc j'ai ce tapis pour mon cheval, cette veste, ces protections, tout ça. Et rituel, non, j'ai pas vraiment de rituel. J'ai toujours un peu la même chose avant d'aller en piste, je prépare mon cheval. C'est un peu toujours la même chose au final. D'accord. On va passer à la séquence. Est-ce que Valentine Delaveau pourrait répondre par oui ou par non le plus vite possible ? Ok. Prête ? Allez. Manger de la viande de cheval. Non. Reprendre les études. Oui. Préférer les chevaux à sa famille. Non. Faire une nuit blanche avant une compétition. Non. Lancer sa marque de vêtements. Oui. Assister à une corrida. Oui. Utiliser Non. l'excuse. Non. Utiliser l'excuse je ne peux pas, j'ai poney pour ne pas aller à un rendez-vous. Absolument. Ne pas écouter des indications de son coach. Non. Léguer son héritage à un cheval. Non. Faire de la politique. Oui. Ok, merci. Tes proches disent de toi que tu es une personne courageuse. Penses-tu que c'est ça qui fait que autant de jeunes te suivent et t'admirent ? Oui, je pense que je suis quelqu'un de tenace, je lâche pas et j'ai beaucoup de niaque et je vais pas abandonner, ou peu en tout cas. Je crois qu'Héloïse a fini son Ça y est. maquillage. Tu peux nous le présenter, enfin Oui. surtout Valentine. Parce que moi je le vois depuis tout à l'heure et c'est très réussi. Donc c'est une imitation un peu, tu m'as dit Hunger Games. Ah oui, voilà. Et voilà. Trop bien réussi. Ah oui, il y a vraiment l'effet un peu. Tu vois, Ah, donc j'adore. ça fait, en fait, c'est vraiment la glycérine, donc ça se trouve vraiment en pharmacie Ouais. et Ouais, on a un pour les tout cheveux. petit peu en mettre et voilà. Tu Ah, as un les petit yeux, j'aime effet. beaucoup. J'aime Très joli. beaucoup. Ouais. Ouais, tant mieux. Parfait, merci. Merci beaucoup ça te Héloïse. plaît. De rien. On va passer à la dernière séquence de l'émission, comme ça, assis sur Ouais. une chaise. C'est la séquence qui ou quoi. Je vais te poser des questions, il faut que tu répondes soit par une personne, soit par une chose. Qui ou quoi te manque le plus ? Mes chevaux. De qui ou de quoi tu ne peux pas te passer ? Mes chevaux. Qui croit le plus en toi ? Ma famille. Qui ou quoi est la plus grande déception ? Ma chute. Qui ou quoi te fait rire ? Ma famille, mes amis. De qui ou de quoi tu as le plus peur ? Les araignées. Respect, humilité, rigueur, ce qui ressort du parcours de Valentine Delaveau. Merci beaucoup Valentine. Merci à toi. Il faut en fait que chaque jour tu regardes par la fenêtre à l'idée qu'elle arrive. Du coup, il faut que tu sois un peu triste, mais à la fois aussi, tu vois, tu guettes savoir si elle arrive, quoi. Oui, genre je suis. Le shoot touche à sa fin, comme vous le voyez, la nuit est en train de tomber, l'émission est finie. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode 2 de Backstage, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 3. À bientôt.